Et bonjour, petite fougère de YouTube, on se retrouve pour la suite de la lecture de En toute puissance, le livre qui a été écrit par V6. Et donc on est sur toujours la partie, on va dire, de présentation des concepts, de... Tiens, c'est marrant, ça vous fait un gros carré, alors que moi, c'est pas du tout un carré, c'est pas grave. C'est toujours sur la partie présentation des différents concepts, hein. On est sur les définitions, concrètement, de ce qu'on va étudier au travers de cet ouvrage, des notions, des thématiques, des domaines qui sont traités. Et donc du coup on est sur la non allégeante et critique. La SDT est non allégeante, car elle se concentre sur les environnements sociaux. Si un enfant est en refus d'apprendre, c'est parce que un ou plusieurs environnements sociaux ont frustré ses besoins psychologiques fondamentaux. Son autonomie, sa compétence, sa proximité sociale, ont sapé sa motivation intrinsèque, ses élans naturels vers l'acquisition de compétences, de capacités, de recherche de relations sociales positives, etc. Une théorie, qui serait au contraire allégeante, dirait que c'est de la faute de l'enfant, qu'il ne fait pas assez d'efforts, donc protégerait les environnements sociaux de toute critique, de toute remise en question, de toute prise de responsabilité sur leur façon de faire. Je viens de remarquer, mais j'ai un décalage de 1 à 2 minutes. Ouais, je vois ça. Mais merci beaucoup, quand même, pour le marqueur de VOD. Peut-être rafraîchir la page, peut-être un petit F5, parce que normalement, vous n'êtes pas censé du tout avoir autant de décalage. Vous n'êtes pas du tout censé avoir autant de décalage. Tous les aspects de la motivation, même ceux les plus internes à la personne, comme ses objectifs de vie, sont expliqués dans la SDT sous l'angle des environnements sociaux ayant frustré ou comblé les besoins de l'individu. La SDT se concentre sur l'interdépendance entre des environnements sociaux et des individus, leur interaction, l'effet mutuel de cette interaction. La SDT, par sa non-allégeance, est critique. Après avoir montré comment l'environnement social pouvait nourrir l'individu en lui apportant du bien-être, ou au contraire saper ses besoins en l'empêchant de se développer, la SDT prescrit très clairement des actions pertinentes et bénéfiques à exercer dans ces environnements sociaux, afin que les personnes puissent s'autodéterminer, par conséquent être heureuses. Parallèlement, elle dénonce sans réserve toute action qui pourrait nuire à la personne. Elle ne pointe pas du doigt des individus qui seraient mauvais, mais des comportements qui sont eux-mêmes déterminés par d'autres causes systémiques. Par exemple, lorsqu'elle étudie les parents contrôlant dont les façons de faire autoritaires sapent la motivation intrinsèque des enfants, la SDT n'accuse pas les parents. Au contraire, les chercheurs remarquent chez certains d'entre eux, la volonté de faire tout au mieux pour leur enfant. Ce qui détermine ce choix du contrôle chez ces parents est peut-être lié à une pression sociale, à un surmenage, à des conditions économiques particulières, à des injustices, à leurs propres besoins également sapés par les environnements sociaux, etc. Ainsi, on remonte le fil des causes, sans jamais s'arrêter aux limites individuelles, pour grimper jusqu'à des causes plus larges, d'ordre politique, systémique, organisationnel, conventionnel, etc. Ah, sur une tablette. Ah, peut-être, ouais. C'est peut-être ça aussi qui fait le décalage, effectivement. En cela, la SDT est prescriptive d'actions, de mesures, de formes politiques, et c'est pourquoi ces théories sont très largement ancrées dans des contextes réels, développés de façon pragmatique, terre à terre, comme dans le milieu scolaire, le travail, le sport, les domaines de la santé, et qu'elles s'intéressent à des mesures d'ordre politique et économique. Ces prescriptions, qui pourraient être perçues comme dérangeantes par leur risque dogmatique, autoritaire, anti-liberté, visent ici l'autodétermination, afin que les humains soient plus libres d'être eux-mêmes, pleinement, authentiquement, que leurs environnements sociaux participent davantage à un développement positif de l'humanité, du monde dans lequel elle vit. Ainsi, les recommandations de la SDT n'ont rien de dogmatisant, ni d'autoritaire. Ces prescriptions, comme donner le choix aux personnes, ne pas les mettre sous surveillance, sont anti-contrôle. En cela, elles fournissent davantage de liberté. Liberté à entendre, en un sens non allégeant, collectif, responsable. Une liberté qui ne nuit pas à la liberté de chacun. Ainsi, ces prescriptions n'ont pas non plus un aspect vantant une liberté façon sade, c'est-à-dire une absence totale de limites. Les limites sont le plein fonctionnement et le bien-être de chacun. Pour la SDT, une personne autodéterminée est en plein fonctionnement, y compris dans son empathie. Ainsi, oui, elle va par exemple souffrir de voir des oppressions. Mais selon la SDT, cette souffrance est signe d'un meilleur fonctionnement, que celui qui ne les verrait pas ne ressentirait rien, quand bien même on pourrait croire ce dernier libéré de ses émotions négatives. Au contraire, celui qui aurait réussi à supprimer ses émotions négatives serait réduit dans son fonctionnement, puisqu'il n'a plus alors la capacité de ressentir quoi que ce soit face à la violence, voire il est susceptible d'en commettre à son tour. En cela, il ne peut pas s'auto-déterminer pleinement, puisqu'il s'ampute d'une partie de ses capacités. Cependant, prescrire des comportements est souvent un phénomène rare dans la recherche.
Ainsi, pour que vous soyez parfaitement informé de ce que vise la SDT pour les humains, ce qu'elle considère bon pour eux, nous allons d'emblée décrire et définir ce qu'elle entend par bien-être, vitalité, authenticité, plein fonctionnement, c'est-à-dire les caractéristiques de la personne autodéterminée. Selon la SDT, l'autodétermination est un développement humain idéal qui est permis, et non pas imposé, manipulé ou contrôlé, grâce à des environnements sociaux qui ont à cœur de nourrir, et non d'orienter, de diriger, de dominer, l'autonomie, la compétence, la proximité sociale des personnes vivant en son sein, c'est-à-dire les relations, le sentiment d'appartenance à l'humanité, le fait de se sentir aimé, etc. Ce que vise la SDT. Être authentique et bienveillant, vivre une vie démonique, implique des efforts et de l'engagement. Cela implique de se prendre en responsabilité. Ce n'est pas toujours facile, et en fait, cela demande des actes quotidiens de courage. Engager nos capacités d'autonomie signifie souvent résister, se réorienter face aux tentations, aux pressions culturelles, aux forces de contrôle intérieur et extérieur. Un tel courage peut être réuni. Un tel courage est le plus efficacement mobilisé avec le soutien et la coopération des autres. Ainsi, en agissant avec une compréhension des déterminants et des obstacles, nous, en tant qu'individus, pouvons nous joindre à d'autres pour faire une différence significative en créant des conditions qui facilitent la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux dans nos foyers, dans nos écoles, aux lieux de travail, aux environnements naturels, ainsi que dans nos cultures, dans nos systèmes politiques. C'est à cet égard que nous espérons que le vaste cadre philosophique et scientifique de la SDT fera avancer la cause, la préservation, l'épanouissement de l'humanité et sa seule maison, la Terre. La SDT vise une vie de bonheur eudémonique, un plein fonctionnement de l'humain, l'authenticité, le bien-être, une vitalité et des besoins fondamentaux comblés. Voyons dans le détail ce que la SDT entend par ces termes. L'authenticité. Il s'agit pour l'individu de voir un fonctionnement cohérent entre ses actes, sa parole, ses pensées. La personne authentique peut par exemple prôner le pacifisme, le penser très vivement. Lorsque lui demandera de commettre un acte violent, elle refusera de le faire, qu'importe les symboles d'autorité, le contexte, la situation, les pressions fortes qu'elle a subies. Dans la SDT, on dira de cette personne qu'elle a un fonctionnement bien intégré, c'est-à-dire qu'elle a incorporé en elle des idées, des valeurs, le pacifisme, provenant possiblement de son environnement social, mais pas de manière inconsciente. Elle y a réfléchi. Elle s'est reconnue en cette valeur de pacifisme. Elle lui accorde une grande importance dans sa vie. Cette authenticité peut également s'exprimer par le fait d'être totalement démotivée, par d'autres valeurs, par d'autres normes sociales. Par exemple, cette personne authentiquement pacifique va être amotivée, c'est-à-dire démotivée, à œuvrer pour un groupe qui agresse des personnes. Ça va le chat, on te dérange pas? Tu me passes devant tranquille? Bah alors, mon petit poule poilu? Et alors? Bon, oui, t'es beau. Pardon, petit instant que chaton, mais en même temps, il passe devant moi, je suis obligé de lui faire des câlins. Non, que je suis obligé de te faire des câlins. Bah oui, bah oui. Ou tu sais que je t'aime, toi, hein? Poule de poil. Un individu n'ayant pas atteint cette authenticité va avoir un fonctionnement non congruent, c'est-à-dire une incohérence, voire une contradiction. Il va par exemple prôner la bienveillance dans son discours, mais au travail, il sera verbalement violent avec ses collègues. Avec sa famille, avec ses amis, il sera bienveillant, et au volant, il sera agressif, insultant toute personne trop lente à ses yeux. Cet individu va compartimenter, c'est-à-dire que les valeurs qu'il porte en lui sont faibles, ne sont appliquées que dans certains contextes, s'effondrent dans d'autres. L'individu non authentique est souvent à la merci du contrôle externe. Par exemple, il est agressif au travail parce qu'on lui a ordonné de l'être. Il est donc en régulation externe. Et de ces introjections, c'est-à-dire une commande de l'extérieur qui se répète en lui, je ne dois pas être violent à la maison, mais qui n'est pas intégré, pas réfléchi, qui vient surtout des normes sociales. Les différents environnements sociaux que l'individu a rencontrés au cours de sa vie sont en partie responsables de ceci, notamment en l'empêchant de développer son autonomie, en le poussant volontairement, involontairement, à se comporter d'une certaine manière, via diverses pressions. Par exemple, la menace de perdre son emploi le pousse à obéir. La crise économique ne lui permet pas d'imaginer de changer d'emploi. La culture, ses stéréotypes, le poussent à confondre force morale et violence, et à endosser le comportement violent, qui est valorisé comme étant une bonne force, un acte d'affirmation, de pure volonté. Alors là, assez étonnamment, hein, comme d'hab, ça fait vachement écho avec notamment le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, qui notamment travaillait ces questions-là, et vous parlait de tout ce qui est les dissonances cognitives. Les dissonances cognitives, donc, dont je vous ai déjà parlé assez
on va dire assez de nombreuses fois, qui est donc le fait que quand vous avez des actes et des paroles qui ne sont pas en accord, vous allez avoir une dissonance cognitive, vous allez avoir un inconfort qui va se créer, et vous devez réduire cet inconfort en accordant soit vos pensées à vos actes, soit vos actes à vos pensées. La croyance habituelle étant qu'on va normalement conformer nos actes à nos pensées, alors que dans les faits, malheureusement, on constate plutôt l'inverse, parce que les actes sont engageants. Parce qu'on a fait l'acte, on va plutôt apporter nos idées sur le même plan que l'inverse, parce que nos idées, ils sont, malheureusement, elles ne sont que psychiques. Là où un acte va nous engager, va nous mettre dans un processus. Et de fait, on va avoir plus facilement tendance à aller conformer nos idées à nos actes plutôt que nos actes à nos idées. Et donc du coup, vous allez avoir comme moyen justement de réduire cet inconfort psychologique, cette dissonance cognitive, et c'est ce qu'on avait montré notamment dans le petit traité de manipulation, que vous pouvez avoir des raisons contextuelles qui vont vous permettre de rationaliser et de dire oui, c'est vrai, là moi j'ai dit telle valeur, je pense telle valeur, mais j'ai fait telle action qui est en contradiction. Mais le tel élément qui est dans le contexte, je sais pas, on m'a donné beaucoup d'argent, je suis menacé par une arme, ainsi de suite, peu importe, fait que c'est normal en fait. Je ne pouvais pas faire autrement que faire l'action. Sinon je me mettais en danger, sinon ce n'était pas logique, ou ainsi de suite. Donc même si on a nos actions et nos pensées qui ne sont pas en raccord, on peut avoir des moyens de justifier ça. Et c'est un petit peu ce qui est dit là, notamment avec les injonctions qui viennent de la société, où on te dit tu ne dois pas être violent, normalement, c'est plutôt bien de ne pas être violent, mais au travail on va te dire tu vas me défoncer l'équipe là, tu vas les pressurer comme c'est pas possible, vas-y, soit un loup, vas-y, détruis-les, vas-y bien comme il faut, et où du coup on est très violent avec nos collaborateurs ou avec les personnes qui nous sont subordonnées, notamment dans le cas des managements. On a du coup des managements qui vont être vraiment très très agressifs pour essayer de pressurer les employés, pour essayer de récupérer un maximum, on va dire, d'efficacité à très court terme, ce qui est toujours extrêmement dommageable à moyen et long terme, mais ça c'est encore un autre débat. Bref, alors que on sait qu'il faut pas être violent, mais on se dit que là on a un contexte qui nous pousse à avoir ça. Et du coup ça permet d'éviter la dissonance cognitive, ça permet de botter en touche, concrètement. Et c'est typiquement ce qui est dit là. Pour le coup, quand on parle notamment au tout début, s'il te plaît, on parle de la congruence, pareil, ça je vous en avais déjà parlé de la congruence. Donc c'est la même idée, c'est d'avoir des actes, des pensées qui vont être raccords, qu'on est cohérent sur le long terme, de selon comment on se présente, de comment est-ce qu'on pense être, de qu'est-ce qu'on fait concrètement. C'est voilà, être congruent, c'est qu'il y a une vraie cohérence dans ça. On peut constater que justement l'authenticité, donc cette notion-là, va représenter cette capacité à ne pas avoir justement de dissonance cognitive, parce qu'on va garder nos deux éléments, notre pensée et nos actes, sur un même plan en fait. Ils vont rester en parallèle et ils vont rester dans le même sens, ils ne vont pas s'opposer, et on n'aura donc pas à avoir une authenticité faible où on utilisera le contexte pour justifier telle ou telle action qu'on a fait, alors que en vrai on a dit totalement autre chose. Donc c'est assez intéressant de voir ça, parce que ça fait énormément de retours sur les lectures qu'on a déjà fait, étonnamment, comme d'habitude, on a énormément de liens, c'est le principe d'avoir des trucs sourcés, tout ça. Comme quoi, Bref, le plein fonctionnement. Une personne fonctionnant pleinement peut être congruente, authentique, peut utiliser toutes ses compétences, être autonome, vivre pleinement ses relations sociales. Elle est ouverte à la nouveauté, à la réflexion. Elle est capable d'intégrer à la fois l'intérieur, ses émotions, ses idées, et l'extérieur, les demandes de l'environnement social. Elle n'est pas bridée par des conflits internes ou externes. Elle s'adapte face aux difficultés. Elle sait changer son mode de fonctionnement pour aller au-delà des problèmes afin de les régler. Le plein fonctionnement est autodéterminé, c'est-à-dire qu'une personne fonctionnant pleinement agit sans avoir besoin de contrôle externe, de pression, d'ordre. Elle n'est pas un pion. L'autodétermination est un constant calcul entre l'intérieur et l'extérieur de la personne, qui tente de faire la synthèse la plus profitable, tant pour les autres que pour elle, des demandes internes et externes, quitte à s'engager dans des actes de courage risqués, si l'extérieur est menaçant pour la personne et l'entourage. L'autodéterminé a sa vie en main, et même dans des contextes très difficiles, il peut s'autodéterminer. La théorie de la SDT cite l'exemple de personnes dans les camps de concentration, à la merci d'un environnement des plus destructeurs, mais qui malgré tout ont résisté au contrôle, à la détermination du contexte, car elles sont parvenues à continuer de penser, de faire vivre un monde intérieur, d'échanger avec les autres prisonniers.
Elles ont pu même tenter d'œuvrer avec leurs compétences, en partageant leurs connaissances, en s'échangeant des recettes de cuisine, en inventant des poèmes, etc. Un individu qui ne fonctionne pas pleinement est déterminé par l'extérieur, sans qu'il en soit conscient, soit par l'obéissance stricte, soit par introjection, soit parce qu'il est à la merci de ses pulsions internes. Ce fonctionnement bridé, sapé, frustré, se perçoit chez l'individu, se perçoit chez l'individu, par une défense contre l'extérieur, mais pas contre ce qui l'aliène, par une mauvaise intégration interne. Par exemple, l'individu dénie ses propres émotions, se refuse de réfléchir à certains sujets, et externe. Par exemple, il ne prend pas en compte les nouveautés de l'environnement. Il est en mode défensif. Par exemple, il ne va pas à la rencontre d'autrui, parce qu'il le considère comme une potentielle menace. Il est déterminé par ses manques. Il fait preuve de rigidité mentale. Il a des relations sociales pauvres et compartimentées. Par exemple, il a des valeurs non congruentes. Il se dit bienveillant dans ses discours et il est agressif dans les faits, comme nous l'avons vu précédemment avec l'authenticité. Alors ça, si ça vous évoque beaucoup de choses dans la vraie vie, c'est normal, hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Là, typiquement, quand on parle justement de ces gens qui ont des fonctionnements bridés, notamment qu'il va s'élever, il va élever une défense contre l'extérieur, on va avoir les gens qui vont s'attaquer justement dans la politique à certaines causes, alors que ça n'a aucun sens, qui vont aller s'attaquer à des minorités, parce que mon Dieu, ils sont différents, ils sont étrangers, ceci, cela. Alors étrangers pas dans le sens qu'ils viennent d'un autre pays, étrangers dans le sens où ils ne sont pas comme eux, et pourtant ça n'a pas de sens, pourtant ça n'a profondément de sens. On est tous des humains, à un moment donné, il faudrait en prendre conscience, quoi. Mais bon, par une mauvaise intégration interne, par exemple l'individu dénie ses propres émotions ou se refuse de réfléchir à certains sujets. Là, vous pouvez voir tout ce qui est par exemple dans le cas de tout ce qui est homosexualité, l'homosexualité refoulée, hein, ça c'est incroyable ça aussi, ça c'est bien ça. Quand vous avez des gens qui pendant des années vont se conformer à un modèle hétéronormatif qui est tout sauf fonctionnel pour eux, qui est peut-être très fonctionnel pour certains, tant mieux pour eux si c'est le cas, mais qui pour plein d'autres ne le sont pas, et qui notamment pour eux ne le sont pas, et vont se mettre mais vraiment dans des états pas possibles, à vouloir absolument rester dans la norme, jusqu'au moment où un jour ça craque, ça se fissure complètement, et ils se retrouvent obligés de changer de tout au tout, parce que ils constatent que c'est pas possible, c'est pas possible. Externe, par exemple, qui ne prend pas en compte les nouveautés de l'environnement. On peut parler par exemple du genre, la question du genre qui se fait de plus en plus jour, de plus en plus visible, et vous avez des gens comme des Blanquer, comme le Jean-Michel Blanquer, qui ne supportent pas qu'on ose mettre dans un dictionnaire le mot Yel. Ah là 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 là. Je me permets de parler des dernières lectures sur la virilité et l'homosexualité sur la chaîne de Moody. Ah ouais, typiquement, ouais, je suis pas étonné. Je suis pas du tout étonné. Moody, d'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, est une très 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 bonne chaîne de vulgarisation de sciences sociales. Alors, elle est plus sur le côté sociologie que sur le côté psychologie. Mais très très bonne. Très 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 bonne chaîne, vraiment. Et elle fait du coup des live lectures aussi. Et je crois qu'elle met aussi ses rediffusions sur YouTube. Il me semble qu'elle met aussi ses rediffusions sur YouTube pour le coup. Mais vraiment, très très bonne chaîne. Franchement, cool. Très très cool. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à les voir. Moody, c'est M-O-D-I-I-E. Il me semblait qu'il y avait deux O. Il me semble que c'est M-O-O-D-I-E. Bon, ça se trouve sur YouTube. Voilà. Je vais boire mon café un peu quand même. C'est deux I. Ah putain, j'aurais dit deux O et un seul I, moi. Ok. Bref, là n'est pas l'important. Mais du coup voilà, là vous retombez encore une fois sur des choses qui sont très, comment dire, qui font écho à des choses dans la vraie vie. Pareil sur la fin, sur le fait que ça compartimente et donc du coup il y a des valeurs non congruentes. Par exemple le fait de se dire bienveillant et venir derrière tacler, par exemple, ah vous avez vu cette femme, elle ose profiter de ses atouts physiques, elle a honte, qui est une action tout sauf bienveillante, hein. Coink coink, hein, voilà. Ça typiquement, on en a vu certains. Hein. D'ailleurs moi ça fait qu'à l'heure actuelle, je vous avoue que quand on dit ouais je suis bienveillant, ça me trigger. Pour moi c'est limite, c'est un drapeau rouge, hein. Moi c'est un red flag. Hein. Vous me dites ouais moi je suis bienveillant, je vais être méfiant de ouf. Je vais être méfiant de ouf. Il y a trop de gens qui se disent bienveillants alors qu'ils sont des personnes qui sont tout sauf bienveillants. Et ça par mesure de sécurité, j'ai tendance à dire ta. C'est chelou ça. On va faire attention.
On va faire attention. Et après, encore une fois, c'est pas parce que vous avez des comportements agressifs que vous êtes une mauvaise personne, dans le sens qui fait exprès d'avoir des comportements agressifs. C'est pas la même chose. L'intention n'est strictement pas la même chose que les actions qui sont réalisées. Parfois, on a les meilleures intentions du monde, mais ça n'empêche pas d'avoir les pires actions possibles du monde et d'être le plus malveillant qui soit, sans s'en rendre compte. Après, ça n'empêche pas non plus qu'il y a tout un tas de personnes qui se disent bienveillants et qui ont parfaitement conscience que non, ce qu'ils font n'est pas du tout bienveillant. L'un n'empêche pas l'autre, non plus. Mais bon, bref. Je continue. Les environnements sociaux que ces individus non autodéterminés ont rencontrés sont en partie la cause de ces fonctionnements bridés, tant au niveau des compétences, y compris relationnelles, qu'au niveau de l'autonomie. Un bonheur et une vie eudémonique. L'eudémonie est une doctrine philosophique provenant d'Aristote, qui conçoit le bonheur dans l'expression de l'excellence humaine, dans la réalisation de ses potentiels. On vit ce plein potentiel, ce plein fonctionnement avec un bonheur profond et stable. C'est une satisfaction de très haute qualité, liée à une profonde authenticité de la personne, à sa congruence. Le bonheur. Et bonjour Sadmel, bienvenue. Tu es désormais une petite fougère qui danse dans le vent. Merci énormément du follow. Installe-toi, mets-toi bien. On est en pleine lecture de sciences sociales. On est actuellement en train de lire en toute puissance l'ouvrage qui a été rédigé par V6, qui rédige également le blog Hacking Social. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser la nouvelle commande qui a été créée pour la lecture de ce livre, qui est !HS, et qui vous donne les liens vers la chaîne YouTube de Horizon Gull et vers la page web donc du blog Hacking Social, qui sont extrêmement bons, extrêmement intéressants. Ce sont des personnes d'une très très grande qualité, pour le coup leur travail est incroyable, donc n'hésitez pas à aller checker si vous ne connaissez pas. En tout cas, installez-vous, mettez-vous bien, les petits follow, les petits gens qui sont dans le fond et qui ne parlent pas forcément. Mettez-vous bien, on va continuer. N'hésitez pas à participer si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Le bonheur ici n'est donc pas conçu comme un hédonisme, qui en psychologie est une somme d'affects positifs et l'absence d'affects négatifs. Il est calculé comme une somme de ressentis subjectifs de la personne à un instant T. Par exemple, la personne heureuse d'être au chaud chez elle avec un bon chocolat chaud, un café. A un bonheur hédonique à ce moment-là, probablement. Cela changera sans doute lorsqu'elle devra sortir faire une corvée sous une tempête de neige. Non, je veux pas aller dehors. Je veux pas aller dehors. La SDT ne s'appuie pas sur le bonheur hédonique, bien qu'elle le considère important également, et découlant souvent d'une vie eudémonique. Parce que certains bonheurs hédoniques, ne sont pas signes de bien-être. Par exemple, la SDT explique qu'un maniaco-dépressif peut subjectivement se dire très heureux en phase maniaque. Pour autant, ce n'est pas du bien-être. Un individu accro aux drogues peut éprouver une quantité d'affects positifs et peu de négatifs lorsqu'il va chercher de la drogue. On ne peut pas dire pour autant que cela est bon pour son plein fonctionnement. Un individu de la haute société peut éprouver un grand bonheur hédonique après avoir ramassé un important profit de façon égoïste, par oppression et exploitation d'autrui. Pourtant, ce n'est pas du bien-être, selon la SDT. Oui, bordel. Ainsi, la SDT ne dit pas viser le bonheur des personnes, mais vise davantage le bien-être. En cela, elle considère le bonheur comme un symptôme agréable du bien-être. Le bien-être. Il ne s'agit pas uniquement de se sentir bien à un instant T, de façon hédonique, bien que cela puisse être le cas, mais plutôt d'être bien dans la vie, pour décomposer le terme bien-être. Vivre un plein fonctionnement, se réaliser, pouvoir être profondément authentique, vivre de façon eudémonique. La SDT donne l'exemple d'une personne en deuil qui pleure et qui exprime pleinement son malheur. Elle est dans le bien-être, en ce sens que c'est un plein fonctionnement sain du deuil. Les émotions sont exprimées authentiquement, pleinement. A l'inverse, n'est pas considérée comme étant dans le bien-être une personne qui ne ressentirait rien de négatif face à l'oppression d'une autre, qui ne la percevrait même pas. Ici, son fonctionnement est limité, sa perception est bridée. Ainsi, le bien-être pour la SDT n'est pas une question de plaisir, de joie, c'est être profondément vivant avec toutes ses capacités, bien-être au monde et avec le monde, c'est-à-dire ressentir des émotions, pouvoir en avoir conscience et y répondre efficacement, éprouver de la vitalité. C'est un développement humain florissant, irrigué de vitalité. La vitalité, c'est se sentir énergisé, plein de volonté pour œuvrer, pour agir, pour bouger, pour vivre. Il s'agit d'une des conséquences d'un plein fonctionnement, d'une authenticité. Le manque de vitalité n'est pas forcément dû à un surmenage, à un trop plein d'activités, car il peut également être signe de l'ennui, du manque de sens, signe de la conséquence des menaces produites par les environnements sociaux, qu'elles soient présentes ou passées.
Il ne s'agit donc pas d'une question de santé ou d'alimentation, mais également de besoins psychologiques. Par exemple, la SDT montre qu'une seule lueur d'amour dans les yeux d'autrui peut augmenter l'énergie de la personne. Les personnes sous contrôle, empêchées d'être autonomes, ont une vitalité amoindrie, voire sapée. Les environnements sociaux sont totalement déterminants dans le fait de nourrir cette vitalité, ou au contraire, de la frustrer, voire de la saper. Je bois un coup. Je manque un peu de lumière par contre, je me détruis un peu les yeux. Déjà que je suis fatigué. Est-ce que je t'ai mis au max toi? Ouais, j'ai l'impression, hein. Ouais, t'es déjà au max. Je reviens, je vais juste allumer la lampe au-dessus. Il fait très très moche en fait chez moi et pour le coup ça réduit la luminosité et du coup j'ai très très mal aux yeux. J'ai très très mal aux yeux. Hop là. Alors la lumière est vachement vénère du coup. Ouais, on va voir. Je vais tester avec celle-là de lumière, celle qui est juste au-dessus de moi. Normalement j'évite de l'allumer parce que le truc c'est qu'elle est très très violente. Elle est malheureusement très très violente et du coup ça peut très facilement me donner mal au crâne aussi. Ça dépend si je vois l'ampoule ou pas en fait. Mais normalement ça devrait aller. Normalement ça devrait aller. Achafé, je rentre. Ah, j'espère que ces courses sont bien passées alors. Les besoins psychologiques fondamentaux. Le bien-être, la vitalité, le plein fonctionnement, l'authenticité, l'autodétermination adviennent chez les personnes lorsque les besoins psychologiques fondamentaux de l'individu sont nourris par les environnements sociaux, par la famille, par l'école, par le lieu de travail, par l'environnement naturel, la culture, la politique. D'ailleurs ça je pense que j'en ai plus besoin. Si. Ces besoins, la SDT les a réduits au nombre de 3. L'autonomie, la proximité sociale, la compétence. On pourrait très largement agrandir cette liste, mais la SDT n'a sélectionné que ceux qui, dans les expériences et dans les études, étaient complètement déterminants. Si l'autonomie était sapée par l'environnement social, par exemple lorsqu'un travailleur se sait surveiller par ses supérieurs lors de l'exécution de ses tâches, alors l'individu éprouverait un mal-être et présenterait un plus mauvais fonctionnement. Alors que si on laissait autonome la personne, en ne surveillant pas son travail, en la laissant décider de la façon de le faire, alors elle éprouverait un bien-être, un plein fonctionnement, où toutes ses compétences s'exprimeraient, avec une plus grande vitalité, une plus grande curiosité, une ouverture pour ce travail. Par exemple, elle continuerait à le faire, même lorsqu'elle serait libre de partir, démontrant l'émergence d'une vraie motivation intrinsèque. Au contraire, l'individu sous surveillance, lui, ne montrerait pas de motivation intrinsèque. Ces besoins peuvent donc être alimentés par l'environnement, comme on nourrit une plante d'engrais ou d'eau. Mais c'est la plante elle-même qui fait ses feuilles et les oriente dans la direction souhaitée. Le pouvoir des environnements sociaux devrait, selon la SDT, se limiter à nourrir les besoins, non à servir à modeler autrui, tel que les superviseurs de ces environnements le conçoivent, car ce serait une atteinte à son besoin d'autonomie. L'environnement peut aussi frustrer l'individu, ne répondant pas à ses besoins. Par exemple, on frustre alors l'individu dans son besoin psychologique de proximité sociale, si l'on exclut du groupe et de la vie sociale de l'entreprise, qu'on le met au placard, même s'il est autonome dans son activité et peut exprimer ses compétences par le travail. Ça, typiquement, je pense à un truc que j'ai vécu. Lors de mes études, j'ai eu très très peu d'échanges, on va dire, positifs, on va dire ça comme ça, avec les élèves qui étaient en promotion avec moi. Les autres élèves de la promotion en fait m'ont mis de côté parce que notamment j'ai des problèmes de santé et à l'époque ils étaient un peu plus compliqués parce qu'on venait de découvrir ces problèmes de santé et que du coup j'avais vraiment une santé et j'ai toujours une santé très fragile, sauf que là où aujourd'hui j'ai un cadre de travail donc dans le streaming qui est très très agréable, qui me permet justement de faire attention à ma santé, de pas trop abuser, et pourtant même comme ça j'ai tendance à abuser, mais bon bref, à cette époque là malheureusement par les études je l'abusais beaucoup, parce que je ne pouvais pas faire autrement, il fallait que je sois tout le temps sur les routes pour aller en cours, pour revenir chez moi, parce que j'habitais pas du tout là où j'avais mes études, il fallait que j'ai des travaux, enfin un travail à côté pour pouvoir financer un minimum ma nourriture, tout ça. Bref, j'étais extrêmement sollicité dans tous les sens et ça me détruisait complètement et d'un point de vue de santé, c'était vraiment très compliqué. Vraiment très compliqué. Et du coup, ma promotion m'a mis de côté. Globalement, ils m'ont mis de côté, ils m'ont exclu du groupe. Et je me souviens que notamment une fois, il y a une personne qui est venue faire un enseignement, une enseignante qui est venue faire un enseignement, une unité d'enseignement pour nous, pour notre classe, et qui du coup essayait de prendre un peu connaissance de la classe et tout. Et je sais plus ce qui s'est passé, mais en gros, la classe disait oui, nous, on est tous super unis, on est tous copains, c'est pour ça qu'on est aussi efficace et aussi bon par rapport aux autres promotions notamment. Bref,
tout un blabla. Et moi j'étais là un petit peu dans mon coin, parce que comme d'habitude j'étais pas vraiment inclus dans le groupe, hein, donc j'étais plutôt sur une table excentrée. J'ai eu un petit pouffement, un petit rire de gorge, on va dire, un peu caché, hein, c'était pas du tout... je me suis pas levé en faisant ha ha ha, non, juste j'ai eu un petit pouf comme ça, et la personne, l'intervenante en fait m'a dit mais pourquoi est-ce que tu dis ça, enfin pourquoi tu réagis, t'es pas d'accord? Et du coup j'avais dit bah non, je suis pas d'accord parce que il y a pas un mois ouais, toute la classe est allée faire un week-end à la montagne. Par contre moi on m'a expressément demandé de pas venir, donc très unis, je trouve ça comique. Et derrière, la classe est venue me pourrir, pas devant l'intervenante, ils ont attendu que l'intervenante parte. Ils sont venus me pourrir en me disant mais tu te prends pour qui, comment est-ce que tu oses casser notre image, enfin elle c'est une professionnelle, là t'es en train de casser notre image d'adulte pro, responsable, enfin tu te comportes vraiment comme un gamin et tout. Et ils ne comprenaient pas que j'étais un tantinet, juste un tantinet frustré et en colère d'avoir été exclu quoi. Genre juste un tantinet. Et du coup j'ai réagi avec je pense une violence verbale un peu vénère cette fois-là notamment, parce que forcément, alors que c'est pas du tout mon genre d'être on va dire d'être agressif, c'est pas quelque chose que j'apprécie du tout, c'est même quelque chose que j'essaie de limiter au maximum parce que je trouve que c'est absolument tout sauf positif. Mais cette fois-là j'avoue que j'ai été je pense un petit peu violent verbalement parlant, et que ça leur a probablement ça les a fait tilter, mais ils ont jamais compris, et je pense qu'ils comprennent toujours pas si on leur posait la question aujourd'hui, des années après, pourquoi est-ce que je l'avais mauvaise, et pourquoi est-ce que j'avais réagi quand ils étaient en train de faire étalage de leur fameuse unité de groupe incroyable, comme si la promotion était un environnement ultra positif, alors que c'était tout sauf ça. Mais tout sauf ça, mon dieu. Mais du coup je sens vraiment un écho avec ce paragraphe là. Je sens un très très gros écho personnel. Je continue. Plus que la frustration des besoins psychologiques fondamentaux, l'environnement social peut également saper les besoins de l'individu, les menacer, les empêcher. Ce sapage peut se produire quand il y a des injonctions paradoxales sur un travail à faire. Par exemple, on demande à un employé en restauration rapide d'être capable de servir le client en 30 secondes, tout en offrant à ce dernier un formidable moment où il se sentira comme un roi. Ici, c'est une menace à la compétence, parce que forcément l'employé sera dès le départ en échec. Soit il servira le client en 30 secondes, mais alors il devra le presser, voire le manipuler, donc loupera le côté social positif. Soit il se concentrera sur le fait de passer un bon moment avec le client, mais dépassera alors forcément le temps de service de 30 secondes. Cette injonction paradoxale sape le besoin de compétence de l'employé, empêche toute satisfaction liée à la réussite, à une efficacité, à un travail bien fait. Cela sape aussi potentiellement le besoin de proximité sociale du client. Nous allons davantage détailler ces besoins en base. Ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on avait vu, c'est qu'il manque un peu d'empathie. Non, mais même pas. Ils ont de l'empathie pour leur groupe social. C'est pas une question de manquer d'empathie. C'est qu'ils ont fait un groupe social, et ils ont fait un groupe social duquel ils m'ont exclu. Donc pour eux, je ne suis pas au même niveau. Je n'avais pas la même valeur que Jean Mich, leur copain qui est juste à droite dans le siège. Moi, j'étais l'exilé. Moi, j'étais le petit malade qui est pas là la moitié de la semaine parce que malheureusement, j'étais malade, j'étais alité. J'étais celui avec qui certains enseignants, ce qui est une horrible chose, étaient gentils. Ouais, j'avais des enseignants qui étaient gentils avec moi, qui prenaient en compte ma santé en fait, parce que notamment j'ai monté un dossier médical, parce que j'ai quand même raté la moitié des enseignements tout au long de l'année, donc c'était un petit peu problématique quoi. Donc j'ai des preuves qui ont montré à l'éducation, aux enseignants que ouais c'était pas pour le plaisir d'être absent que j'étais pas là quoi. Et donc ils avaient parfaitement conscience de l'état de ma santé. Je leur ai montré beaucoup de choses parce que pour le coup j'ai voulu être tout à fait transparent. Certains enseignants se sont très mal comportés par rapport à ça, notamment une en particulière que j'ai toujours mauvaise parce qu'elle m'a sorti un truc du genre non mais les personnes malades en fait ils ont rien à faire en fait. Les personnes malades ils ont pas à venir dans le monde du travail en fait. Vous devez être assisté, vous devez aller à l'hôpital, faire n'importe quoi, mais vous n'avez pas à être ici à prendre la place d'un élève qui serait valide en fait. Là, vous volez la place de quelqu'un. Alors elle, je vous avoue que je l'ai toujours mauvaise. Hein. Celle-là, sachant qu'en plus, là au passage, donc ça c'était à mon master, cette enseignante est une chercheuse en psychologie sociale. Notamment, elle travaille particulièrement sur les comment dire,
sur les costumes au travail, sur l'emballage, on va dire, des travailleurs au travail. Comment est-ce qu'on peut bien se présenter, comment est-ce qu'on peut jouer dans la communication, ce genre de choses. Elle joue vachement sur tout ce qui est communication engageante, notamment, parce que en même temps, j'ai des enseignants à la faculté d'Aix-Marseille où j'étais, comme par exemple Girondola, dont je vous ai déjà présenté le travail, je crois que je vous ai déjà parlé de Girondola, qui travaille énormément sur la communication engageante. Un de mes enseignants, ça a été celui dont je vous ai lu le bouquin. Quand je vous ai lu le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, un des deux écrivains était mon enseignant. Robert Vincent Joule, ça a été un de mes enseignants qui a énormément travaillé sur tout ce qui est justement la manipulation, la communication engageante, les actes préparatoires, ce genre d'éléments. Donc forcément, on a un laboratoire de psychologie sociale qui est un peu blindé là-dessus, quoi. Et ça, c'est une personne qui travaille donc là-dedans, hein, qui est une... Alors elle, je crois pas qu'elle est psychologue. Je crois qu'elle est pas psychologue, cette personne. Il me semble qu'elle est juste chercheur. Je crois qu'elle fait juste de la recherche. Mais bon, bref, elle est quand même en recherche dans ces éléments-là. Et pourtant, elle est d'une violence incroyable. Elle est validiste comme rarement j'ai vu des gens validistes. Et c'est oufissime, quoi, que ça soit une personne qui est très importante dans l'enseignement que j'ai suivi. Parce qu'en l'occurrence, c'était le bras droit du dirigeant du master. Enfin, du directeur de master, c'était son bras droit, donc c'est la personne qui le remplaçait quand il n'était pas là, et vous allez apprendre un truc très rigolo, parce que je vous l'ai déjà dit, hein, mais malheureusement, mon directeur de master a fait une crise cardiaque lors de la 2e année du master, et donc du coup, il a été absent pendant 8 mois, et donc du coup, elle l'a remplacé. Elle... Ah, je vous raconte pas comme c'était génial. On a vécu des expériences incroyables en cours. C'était bien. Hein. Oh là là, c'était bien. C'était bien. Bref, difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas dans ton cas, non? Bah oui et non, en fait. T'as des gens qui ne peuvent pas comprendre, qui ne peuvent pas vivre ce que je vis. Ils peuvent pas comprendre ce que c'est que tu te lèves, t'as mal tout le temps. Tu vas te coucher, t'as mal. Vous pouvez pas comprendre, sauf si vous avez des maladies comme les miennes qui font que vous avez des douleurs constantes. Vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est. Donc oui, forcément, vous ne pouvez pas le comprendre dans le sens où vous ne pouvez pas le vivre. Pour autant, vous êtes tout à fait capable de comprendre que là, en l'occurrence, moi, j'ai un problème, j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai des ennuis de santé et que du coup, je ne peux pas faire certaines choses. Par exemple, j'ai des problèmes cardiaques, je ne peux pas faire de sport. C'est pas genre, j'ai pas envie, c'est pas genre, je suis feignant. C'est que si je fais un sport, mon cœur, il monte à 180 battements de cœur par seconde, et par minute, c'est mieux. Et du coup, je suis dans des états lamentables après avoir littéralement couru, mais 20 secondes, même pas. Et après, je mets beaucoup de temps à m'en remettre. Et quand je dis je mets beaucoup de temps à m'en remettre, c'est parfois ça me prend peut-être 2-3 heures facile, alors que j'ai couru globalement 20 secondes, 30 secondes. Parce que malheureusement, ma santé physique ne me permet pas certaines actions. Et ça, vous êtes capable de le comprendre, même si vous ne le vivez pas. Et pour plein de gens, ils sont tout à fait capables de comprendre ça, et de comprendre ce que ça implique. Pour autant, tu as ces informations-là. Qu'est-ce qui justifie derrière le fait, par exemple, dans le cas de ma promotion, de me dire non, tu viens pas au week-end à la montagne avec nous? Parce qu'ils veulent pas avoir quelqu'un de malade avec eux. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas avoir quelqu'un de malade avec eux? Parce qu'ils estiment que ça va être des emmerdes. Parce qu'ils estiment que ça va être gênant, qu'il est pas comme eux, qu'il est différent. Alors je dis un petit peu à l'impersonnel, mais pour le coup c'est ce que j'ai vécu, hein. C'est comme ça qu'ils me l'ont fait vivre, c'est comme ça qu'ils me l'ont fait comprendre, hein. J'ai bien intégré la chose, hein. Notamment, alors c'est une chose qu'il y a un témoignage que je vous ai partagé sur le Guilded justement, parce qu'il y a une association qui m'a demandé à un moment donné de faire un retour sur mon expérience en tant qu'étudiant handicapé, de ce que j'avais vécu et des choses qui se sont passées en fait, parce que justement ils veulent faire un corpus de témoignages. Donc j'ai partagé mon témoignage en l'occurrence, et pour le coup, je voulais partager sur le Guilded parce qu'il me fallait un endroit où l'écrire, et que je l'ai écrit là, et que je me suis dit bon bah voilà, ça fera un témoignage. S'il y a des gens que ça peut intéresser, que ça peut permettre de donner une vision sur des choses qu'ils n'ont pas forcément conscience, jamais spécialement creusées, ou alors au contraire qui peuvent avoir peut-être un sentiment de voir qu'ils sont pas seuls parce qu'ils ont vécu les mêmes choses. Bon, c'est au moins ça de gagner, quoi. Mais toujours est-il que là-dedans, je vous ai partagé un truc, c'est qu'une fois, on a dû arrêter les enseignements. On a dû totalement arrêter les enseignements avec la personne qui était là, et qui s'est retrouvée à devoir faire une réunion de gestion de crise pour organiser un peu comment est-ce qu'on gérait nos enseignements, comment est-ce qu'on gérait nos dossiers, comment est-ce qu'on gérait nos relations. Parce que
tout le monde avait vraiment cristallisé toutes les tensions et ça a pété dans tous les sens. Ce qui est logique. Vous avez une situation qui est extrêmement tendue. Extrêmement tendue. Vous avez des gens qui sont en enseignement, qui ont la dernière ligne droite de leur enseignement. On était sur le Master 2, c'était la dernière ligne droite. Il ne nous restait pas 3 ans d'études ou quoi, non, il nous restait 6 mois d'études. On avait notre directeur de Master qui gérait les 3/4 du Master, qui était absent à l'hôpital pour cause de crise cardiaque. Niveau tension, déjà, ça en place une. Derrière, vous rajoutez que, du coup, on avait une quantité de travail relativement phénoménale, parce que quand tu es en Master, tu te tournes pas les pouces, hein. Les dossiers, ils sont constants. Nous, en plus, on a une formation particulière. Celle que j'ai faite est une formation particulière parce qu'elle est à moitié recherche, à moitié terrain. La première année de master, vous êtes sur un aspect très recherche théorique. Sur la deuxième année, vous êtes dans un aspect qui est très stage concret de terrain. Vous allez sur les structures, vous allez dans le monde du travail faire du terrain. Et donc du coup, c'est assez conséquent, c'est assez lourd en termes de charge de travail, parce que vous devez ne serait-ce que prendre les temps de trajet vers les différents endroits, parce que vos stages ne sont pas forcément aux mêmes endroits, et pourtant vous accumulez les stages. Si vous avez de la chance, certains ont réussi, vous arrivez à mettre vos stages en fait sur le même lieu de structure, c'est-à-dire que vous avez des dossiers à faire, et c'est ces dossiers qui vous impliquent de faire des stages, parce que du coup vous devez réaliser un certain type d'action en entreprise, qui du coup implique un stage. Si vous êtes malin et si vous avez de la chance, vous arrivez à faire en sorte que vous avez que 2-3 entreprises différentes dans lesquelles vous êtes, parce que du coup vous pouvez regrouper plusieurs dossiers à faire sur une même structure. Admettons, moi par exemple, j'ai fait mon dossier d'ergonomie et en même temps j'ai fait mon dossier d'organisation et de GPEC sur la même structure. Tout de suite ça devient plus simple. Parce que j'ai pas à avoir 2 entreprises, j'en ai qu'une seule. Donc finalement, je fais les 2 dossiers en même temps. C'est juste que y a 2 aspects différents, mais que je fais en même temps sur la structure. D'autres ont réussi à beaucoup mieux encore gérer et avoir beaucoup plus de chance, parce qu'ils ont fait beaucoup plus de choses en même temps au même endroit. Donc tant mieux pour eux. D'autres ont vachement plus galéré et se sont retrouvés à littéralement un stage, une entreprise, quoi. Donc un enfer absolu. Bref, donc ça élève les tensions très très bien, hein, déjà. Là-dessus, vous rajoutez le fait que la personne qui a remplacé le directeur de master, donc son bras droit, est une personne qui est un petit peu, on va dire, discutable en qualité d'enseignement. Je ne dis pas que c'est une mauvaise personne, parce que c'est pas le propos et c'est pas ce que je pense non plus. Notamment, je pense que du point de vue de la recherche, elle est excellente. Je pense que c'est une personne qui a de très bonnes bases de recherche. Elle sait très très bien faire de la recherche, cette personne-là. Par contre, en tant que personne qui enseigne, c'est une horreur, c'est une hécatombe. Elle te défonce les élèves, elle est tout sauf pédagogique. Enfin, vraiment, c'est dur, c'est très très dur. Quand tu reçois un enseignement de sa part, tu prends des coups. Tu prends des coups en constant. Elle va rien laisser passer et elle est absolument pas dans le fait de t'accompagner pour essayer de t'améliorer. Elle va juste te dire t'es une grosse merde. Sa première interaction avec moi, le tout premier cours, elle m'a posé une question sur un truc où j'ai pas su répondre. Je dis là comme ça, je ne sais pas, j'irai à la bibliothèque me renseigner. Et elle m'a dit et vous êtes un élève de Master 1, vous, alors que vous savez même pas ça. Putain, quelle déception ce niveau. T'es là, tu fais waouh, cool, c'est sympa ça, tiens, ça motive, t'as envie de travailler avec ce genre de personnes, t'as envie de te donner à fond pour son cours, hein, putain. Et donc ça c'est un aspect parmi d'autres, mais tout à l'heure par exemple le réflexion validiste c'était elle aussi. Donc je suis pas le seul qui a été malade au cours de l'année. Bon, moi j'ai une maladie génétique qui fait que j'ai une maladie chronique qui continue et qui est présente tout au long de ma vie et qui était donc déjà à cette époque-là. Donc effectivement j'étais plus malade que les autres. Ok. Mais il y a d'autres élèves qui sont tombés malades parce que l'hiver vous avez des rhumes, vous avez des grippes, vous avez n'importe quoi. J'en ai un aussi qui s'est cassé la main ou le pied, je sais plus, une fois. Bref, qui du coup s'est retrouvé à devoir aller à l'hôpital avec un plâtre, tout ça, qui du coup, c'est un peu compliqué. Leur a sorti des réflexions aussi extrêmement discutables, hein. Comme si tu devais être un espèce de, je sais pas moi, d'être inhumain qui ne tombe jamais malade. Enfin, what the fuck quoi. Enfin, vraiment, c'est pas une personne très bonne, encore une fois, en pédagogie, quoi. Et pour le coup, du coup, ça fait des tensions énormes. Ça fait énormément de tensions. Et donc, vous avez forcément des mouvements de groupe qui se mettent en place, des mécanismes de défense qui se mettent en place pour essayer de supporter toute cette pression. Parce que justement, cette pression, elle est extrêmement forte. Extrêmement forte. Et à ce moment-là, vous avez un des moyens simples qui est ce qu'on appelle le Black Sheep Effect. Vous allez prendre quelqu'un qui est d'un groupe qui n'est pas le vôtre, en tout cas de ce que vous estimez ne pas être le même groupe que vous, et vous allez le charger la mule.
vous allez charger la mule. Vous allez y mettre tous les défauts, tous les problèmes du monde, c'est lui, c'est sa faute. Voilà. Et hop là, vous chargez la mule, et vous avez un joli petit bouc émissaire qui prend tout dans les dents, et ça vous permet à vous de vous décharger des problèmes qui peuvent être notamment de votre cause. Ça permet de dire, bah non, c'est sa faute. Hop, ça résout le problème. Et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Il y a énormément de problèmes qui m'ont été reprochés, alors que en vrai, ni de près ni de loin, j'avais deux mains dessus. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Et notamment dans cette fameuse réunion qui s'est faite parce que l'enseignante a dû couper le cours pour aller faire cette réunion de crise. J'ai une élève qui, droit dans les yeux, m'a regardé et m'a dit non mais t'es malade, donc t'es pas là la moitié du temps. Tu dis que tu travailles, et ben tu dois travailler 10 fois plus que nous pour prouver que oui c'est vrai que t'es pas de mauvaise foi. Voilà. Et pour elle, c'est normal. Parce que comme je suis malade et que du coup, je dégage, je suis vachement plus en galère pour faire la même chose qu'eux, il faut que je me donne 10 fois plus à fond. C'est normal. Voilà, double peine, allez. Et pour elle, c'est logique, c'est normal, c'est cohérent. Elle a pas compris pourquoi est-ce que l'enseignante l'a rembarré en lui disant non, en fait, ça marche pas comme ça. Non. Non. Pareil, il y en a d'autres qui m'ont dit, mais moi, je sais pas pourquoi, mais je t'aime pas. Il y a une personne dans cette réunion qui m'a dit, moi je sais pas pourquoi mais je t'aime pas donc je veux pas travailler avec toi. J'ai jamais travaillé avec toi mais je veux pas travailler avec toi. Et en mode mais pourquoi en fait? Non mais je veux pas travailler avec toi, je t'aime pas. Ok, on a dû échanger 5 phrases en cours des 2 dernières années. Soit, tu m'aimes pas. Je dois t'avouer que personnellement, je dis pas que je t'aime ou que je t'aime pas, parce que je m'en bats les reins en fait, je te connais pas. J'ai jamais travaillé avec toi non plus, j'ai jamais fait de dossier avec toi, donc du coup, je sais pas ce que tu vaux d'un point de vue travail, et puis je suis pas là pour me faire des potes en fait, hein. Je suis là en études, donc je suis là pour faire mes études, faire mes travaux, point. Donc je m'en bats les reins de qui tu es, de si j'ai un bon feeling ou pas avec toi, je veux juste travailler. Et elle te dit non, moi je veux pas. Ok. Et après, il gueule en disant que c'est moi qui les rend immatures et qui les fait passer pour des personnes immatures face aux enseignants. Sinon, cette VOD, tu as prévu de la sortir quand? J'aimerais la montrer à une amie qui est dans le même cas que toi. J'en ai aucune idée. Là, je n'ai même pas encore sorti toutes les VOD du Jarrier. On a sorti toutes les VOD, je crois, du petit traité de manipulation, mais il y a toutes les VOD du Jarrier à sortir, et après il y aura celles-là qui vont commencer à sortir, sachant qu'il y a aussi du gameplay, puisque le lundi, mercredi et vendredi on fait du jeu. Il y a aussi pas mal de VOD entre temps au milieu, donc je ne sais vraiment pas, Ça me fait penser à un reportage, la SNCB avait fait des travaux pour les personnes qui ont des problèmes de déplacement, mais des mois plus tard, ils ont dû se mettre à la place de ces personnes et se sont rendus compte que leurs idées et la situation des personnes sont différentes. Bah oui. C'est un truc qui me dérange, dans les écoles de nos jours, ils enseignent des connaissances, mais pas les compétences pour entrer dans la société. Oui, il y a probablement de ça aussi, mais là, c'est pas ça, c'est pas que ça, c'est que là, en l'occurrence, on met aussi en place des enseignants qui sont pas formés à enseigner. Encore une fois, c'est une personne qui est une très très bonne personne dans la recherche. Dans la recherche, elle est ultra efficace, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais alors, en tant qu'enseignant, c'est immonde. C'est immonde. C'est vraiment tout sauf un bon enseignant. C'est bien tout le problème d'ailleurs, hein. Encore une fois, moi mon seul problème avec elle, avec cette personne, c'est bien qu'en enseignement, c'est pas possible. C'est pas possible. Moi j'en ai mangé plein la gueule, parce que j'en ai mangé plein la gueule globalement tout mon master, surtout la deuxième année, mais voilà. Mais pour le coup, même d'autres élèves que j'ai vus à côté en ont pris plein la gueule de manière gratuite juste parce qu'ils avaient chopé une grippe ou un rhume quoi. Et t'es là et tu fais ok. D'accord. Soit. Pourquoi pas. Donc bon, ma foi. Je vais quand même un peu continuer. Mais du coup voilà, pour ça, tout ça pour dire que ça me rappelle beaucoup de choses que j'ai vécues. Ce texte me rappelle un peu trop beaucoup de choses que j'ai vécues. Comme quoi, hein. Comme quoi. Et on suit le modèle général de la SDT. Les environnements sociaux, 1. Nourrissent, frustrent ou sapent les besoins des personnes, 2. Ce qui génère un certain type d'orientation, 3A. Certaines aspirations, 3B. Basées sur la frustration et la satisfaction. Différentes motivations plus ou moins autonomes, 4. En fonction des situations et configurations de l'environnement. La personne n'a pas une motivation similaire pour toutes les choses de la vie. Par exemple, elle peut être en régulation externe pour remplir ses impôts, en motivation intrinsèque lorsqu'elle joue aux jeux vidéo, en régulation intégrée lorsqu'elle respecte le code de la route, en régulation identifiée à son travail, etc. En conséquence, 5. D'à la fois des aspirations suivies, de l'orientation, type de motivation,
Il y aura du bien-être ou du mal-être, des satisfactions ou de l'insatisfaction, des efforts ou des absences d'efforts, etc. On va explorer en détail chacun de ces grands rectangles. À savoir, d'abord les besoins fondamentaux, puis la motivation intrinsèque, les motivations extrinsèques, les relations sociales qui se rapportent aux besoins de proximité sociale, l'orientation de causalité, et enfin les buts. Nous verrons les environnements sociaux et leurs effets, à la fois dans la catégorie obstacles, construction, transformation, confrontation, et au travers des bases ou des extensions. Le même schéma est détaillé également page suivante. Et donc du coup vous avez un joli petit schéma qui vous montre les environnements sociaux qui vont dépendre des besoins fondamentaux, qui vont dépendre des aspirations, des orientations de causalité et des motivations. Motivations qui dépendent des conséquences. Enfin, non, vous avez compris quoi, ce que je veux dire. Vous avez le schéma qui est très explicite et moi qui le suis vachement moins. Désolé. Ah, mais il est bien, il est très très bien. Ah, c'est dommage que là il est pas dans le bon sens. Bon, de toute façon, ça, on va rentrer en détail avec le texte, hein, donc je me permets de le passer. Je répète que si vous êtes intéressé par tous ces schémas, par toutes ces ressources, elles sont disponibles sur le site de Hacking Social. Si vous êtes sur le chat sur Twitch, vous avez juste à mettre point d'exclamation HS et ça vous donnera le lien. Si vous êtes sur la vidéo YouTube, vous aurez bien évidemment dans la description les liens vers le site et vers la chaîne YouTube de Horizon Gull. Encore une fois, ce sont de très 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 bonnes ressources qui sont extrêmement de qualité. En résumé, être autodéterminé et autodéterminateur, cela implique 1. De viser individuellement l'authenticité, le plein fonctionnement, le bonheur eudémonique, le bien-être, la vitalité, le comblement des besoins fondamentaux. Dans le modèle général de la motivation, voire schéma précédent, viser les comblements des besoins pour soi et autrui, cultiver les aspirations intrinsèques, cultiver une orientation autonome, développer ou préserver des motivations intrinsèques, des motivations à régulation intégrée ou une amotivation autodéterminée. Une action dans le monde composée d'efforts, d'engagement, de responsabilité, d'actes de courage, de résistance, de savoir se réorienter face aux tentations, aux pressions culturelles, aux forces de contrôle extérieures ou intérieures, de comprendre les déterminants, les obstacles, d'unir ses efforts avec d'autres personnes, de créer les conditions qui satisfont les besoins fondamentaux de tous, tant dans les environnements proximaux, famille, école, travail, etc., que distaux, système politique, économique, culturel, etc. Hop, ça en fait des notions, hein. Et donc on va commencer par la base des besoins fondamentaux. De quoi aurait besoin la performance pour être en plein fonctionnement, vivre de manière démonique et éprouver du bien-être? Pour que la personne ait un développement optimal, ressente du bien-être, soit authentique et puisse vivre une vie eudémonique, donc être autodéterminé, trois besoins psychologiques fondamentaux doivent être comblés. L'autonomie, la compétence, la proximité sociale. Ces besoins psychologiques fondamentaux peuvent être mesurés via des questionnaires, comme le BPNSFP, dont nous donnerons des exemples. L'autonomie. Pour l'individu, être autonome signifie être à l'origine de ses actions, pouvoir choisir, décider, ne pas être contrôlé tel un pion. Cela ne veut pas dire être indépendant, vivre seul, ou peut-être être dépendant d'autrui, tout en étant autonome. Par exemple, on peut être dépendant d'autrui pour se nourrir, c'est-à-dire ne pas cultiver sa propre nourriture, et devoir aller en acheter, tout en étant autonome. On choisit ses lieux de vente de nourriture selon nos valeurs, on décide de consommer ceci, et pas cela, etc. Un enfant peut être dépendant de ses parents, et pourtant faire des choix autonomes concernant ses activités extrascolaires ou scolaires, par exemple en choisissant de développer des compétences pour lesquelles les parents ont de l'indifférence. Et Relagopil, tu ne fais pas la tournée aujourd'hui ? Mais du coup j'espère que tu as bien mangé. L'autonomie est à la fois différente et proche de la liberté. Scott Rigby, qui travaille sur la théorie de l'autodétermination, notamment appliquée aux jeux vidéo, explique que ce qu'on nomme liberté désigne souvent une situation où l'individu est objectivement libre. Rigby donne par exemple la situation de retraite. L'individu est ici libre de faire ce qu'il veut de son temps, mais ne ressent pas pour autant le sentiment de choix, n'a pas forcément d'appétit à explorer les possibilités nouvelles. Dans un jeu vidéo, qualifiable d'ouvert, c'est-à-dire où le joueur aurait une grande liberté d'action, celui-ci pourrait ne pas avoir son besoin d'autonomie comblé, ne pas profiter de cette liberté, peut-être parce qu'il a acheté ce jeu, parce qu'on lui a dit que c'était le meilleur du moment, et qu'au fond, c'était pas un choix personnel,
qu'il aurait préféré autre chose. Paradoxalement, l'individu peut se sentir libre dans une situation plus contraignante, par exemple un jeu vidéo linéaire, où il y a peu de choix et d'actions possibles. Ce ressenti naît du fait que le jeu a été choisi, que son histoire, les actions qui y sont possibles, collent à ce qu'il voudrait faire. L'individu ayant son sentiment d'autonomie comblé peut se sentir libre, même dans une situation qui peut apparaître très contraignante. S'il a pu par exemple faire des choix qui s'accordent à ce qu'il aime, ce qui lui semble important, ses valeurs, ses idées, etc. Non, c'est seulement tous les 3 jours. D'accord. Dans le questionnaire du BPNSFP, le besoin d'autonomie est dit satisfait que lorsque la personne est en accord avec mes décisions reflètent ce que je veux vraiment. Mes choix expriment vraiment qui je suis. Le besoin d'autonomie est sapé lorsque la personne dans le questionnaire BPNSFP est d'accord avec mes activités quotidiennes ressemblent à un enchaînement d'obligations. Je me sens obligé de faire beaucoup de choses qui ne sont pas mes choix. La compétence. Pour l'individu, la compétence désigne le fait de se sentir efficace dans son action, pouvoir exercer ses capacités, maîtriser les défis, se sentir compétent. Ce besoin est très connecté à l'autonomie. Si l'individu est sous le contrôle de l'environnement, il ne peut pas pleinement exercer ses compétences, parce qu'il a besoin lui-même d'avoir du contrôle sur ses actions. Il peut se sentir autonome, chercher davantage d'autonomie par besoin d'exprimer ses compétences. Par exemple, tous les bons jeux vidéo satisfont énormément le besoin de compétences. Progressivement, la personne est de plus en plus performante dans le jeu, le maîtrise, s'y sent compétente. Cependant, si on la forçait à jouer à ce jeu, après son besoin d'autonomie, elle aurait beaucoup moins de motivation à développer ses compétences, préférant se débarrasser de ce jeu au plus vite. Cette satisfaction de la compétence dépend aussi du format où s'exerce la compétence. Si l'activité est mal conçue, ce besoin de compétence sera sapé. C'est par exemple un jeu vidéo de plateforme mal programmé qui rend impossible le fait d'atteindre une plateforme. C'est un métier pour lequel on serait forcé d'exercer uniquement avec des outils de mauvaise conception. Un apprentissage qui se ferait dans des conditions sensoriellement insupportables, bruit, chaleur extrême, froid intense, etc. Ah, ça aussi, j'en aurais des choses à vous dire sur la faculté d'Aix-Marseille. Les chauffages qui marchent pas, par exemple. Les travaux à côté, constants. Ah, c'était quelque chose de bien. C'était quelque chose de bien. Je me souviens d'ailleurs, alors ça c'est une anecdote totalement random, et ça m'a fait rigoler beaucoup à l'époque. On était en plein partiel, on était dans l'amphithéâtre, on était à peu près, je pense, 250 élèves, grosso merdo, en train de faire un... Je crois que c'était un examen de psychologie cognitive de souvenirs. Et il y a des gens qui sont rentrés en armure médiévale intégrale. Est-ce que vous voyez le délire? En plein amphithéâtre, en plein examen, t'as 2 glandus qui sont arrivés, un en armure intégrale et l'autre en... je dirais en troubadour, je sais pas trop, et qui ont commencé à faire mais qu'est-ce à dire que ceci? Mais que font ces gens? C'est un endroit étonnant. Et ils sont partis en délire, un espèce de délire médiéval chelou. Et ils sont repartis. Ça a duré 1 minute. Et on était tous là comme des cons à les regarder en se disant mais qu'est-ce qui se passe là? Quoi? Même les enseignants ils sont restés cons. On avait 2-3 surveillants et ils étaient là aussi en mode... Hein? Quoi? Avec du coup celui qui était en armure intégrale qui faisait des squeak 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 parce que toute son armure fait... c'est toute une armure en métal qui du coup sont des plaques les unes sur les autres qui se chevauchent donc ça fait du bruit. Hein. C'est pas quelque chose qui est très discret, dirons-nous. Mais alors, what the fuck ça? Ça c'était niveau conditions sensorielles, c'était intense. Bon, ça c'est une anecdote à la con, pour le coup c'est quelque chose qui est arrivé une fois, hein. Mais mais voilà, c'était très drôle, mais c'était très what the fuck ça. C'était très what the fuck. Dans le questionnaire, le besoin de compétence est satisfait lorsque la personne est en accord avec « je me sens compétent pour atteindre mes objectifs » ou encore « je sens que je peux réussir des tâches difficiles ». Dans ce même questionnaire, le besoin de compétence est sapé lorsque la personne est en accord avec « j'ai de sérieux doutes quant à savoir si je peux bien faire les choses » ou encore « je ne me sens pas certain de mes capacités ». La proximité sociale. C'est pour l'individu le besoin d'être connecté à d'autres humains, de recevoir de l'attention et des soins par autrui, de se sentir appartenir à un groupe, à une communauté, par son propre rapport significatif et reconnu comme tel. A l'inverse, une proximité sociale sapée se manifeste par de l'exclusion, des humiliations, des dévalorisations, de l'indifférence.
Dans le questionnaire, le besoin de proximité sociale est satisfait lorsque la personne est en accord avec « je ressens un sentiment chaleureux avec les gens avec qui je passe du temps » ou encore « je sens que les gens qui m'intéressent s'intéressent aussi à moi ». Dans le questionnaire, le besoin de proximité sociale est sapé lorsque la personne est en accord avec « je me sens exclu du groupe auquel je veux appartenir ». J'ai l'impression que les gens avec qui je passe du temps ne m'aiment pas. Ah, la deuxième aurait été tellement vraie à la fac. Quelques études de besoins psychologiques fondamentaux. Pour étudier les besoins psychologiques fondamentaux, les chercheurs utilisent le questionnaire et observent d'autres variables chez l'individu, afin de voir les corrélations avec le stress, le bien-être, la dépression, le burn-out, etc. Vous avez par exemple donc Shen et Cole en 2015, Churk, Katik, Bach, Locke et Cole en 2013, Sheldon, Abad et Omoil en 2009, Sheldon, Elliott et Cole en 2004. Cole, ses collègues, au fait. Enfin, il me semble que c'est collègues, normalement, l'acronyme. Dans ses études à travers différentes cultures, il a été trouvé que plus les besoins sont comblés, plus il y a du bien-être et moins de pathologies psychologiques. Hilardi, Léon, Kasser et Ryan en 93 dans une usine de chaussures où les emplois étaient durs et peu payés. Il a été découvert que plus les besoins d'autonomie, de proximité sociale et de compétences étaient comblés dans l'entreprise, plus les ouvriers étaient satisfaits de leur emploi, plus leur estime de soi était bonne, plus leur santé mentale était bonne. Dessy, Ryan, Gagné, Léon, Usinov, Kornajeva, je sais pas si je l'ai bien dit, désolé, 2001. Dans des industries bulgares et américaines, plus les besoins des ouvriers étaient comblés, plus l'engagement et le bien-être dans le travail étaient hauts. Zhang, Riv, Ryan et Kim en 2009, Sheldon, Abad et Omoil en 2009. Dans le milieu de l'éducation, quand les besoins fondamentaux sont satisfaits, le bien-être est haut. Hodge, Lonsdale, Jackson en 2009. Dans le milieu de l'entraînement sportif, il y a aussi corrélation entre besoins satisfaits et bien-être. Et en vrai, ça fait déjà 1 heure à nouveau, ça passe tellement vite. On va couper là la VOD, surtout qu'il est 14h et j'ai faim. Voilà, je vous le dis en toute franchise, j'ai faim. Donc petite fougère de YouTube, on s'arrête là pour cette fois-ci. On va continuer, bien entendu. Et à très bientôt pour la suite. Ciao, ciao, ciao.